La personne que je reçois à son détour est une personne qui se dit sérieuse, avec un bon sens de l'humour et surtout un très grand professionnalisme. Je reçois le rédacteur Jean-Marc Dufresne. Jean-Marc Dufresne, heureux, vraiment heureux de t'avoir. Est-ce qu'on se tutoie? Ah ben oui. Bon, parfait. Je suis vraiment heureux de te recevoir à Sans détour. Je le disais en introduction. Plaisir partagé, d'ailleurs. Merci beaucoup. Effectivement, ça fait longtemps, mesdames, messieurs, pour votre information. On a déjà travaillé ensemble et je pense qu'il y a une... Il y a des électrons qui sont passés de gauche à gauche, à droite, d'un côté à l'autre. Jean-Marc, je disais que tu étais rédacteur, bien entendu, mais j'ai comme l'impression d'une chose, c'est qu'il y a des qualités essentielles d'un rédacteur. Et une des qualités, c'était, que j'ai énoncé au point de départ, c'est d'être sérieux, mais en même temps de ne pas se prendre au sérieux. Est-ce que je donne un portrait assez adéquat du rédacteur? Oui, en fait, c'est important de faire la distinction parce que les gens n'ont peut-être pas vraiment idée de ce que c'est qu'un rédacteur. Dans mon cas, je suis attaché au quotidien Le Droit à une section qui s'appelle les cahiers spéciaux. Ce sont des cahiers qui vont parler de la Semaine nationale du bénévolat, on va avoir des cahiers corporatifs, on va faire des magazines comme le magazine Le Droit à faire, qui est davantage une création de la salle des nouvelles, mais on se rappellera du magazine Le Droit Famille, des publi-reportages, ces choses-là. Et la différence avec un journaliste, c'est-à-dire qu'on a une même base de travail qui est de rapporter des choses, mais dans le cas du rédacteur, il n'a pas les mêmes contraintes. Parce qu'évidemment, un journaliste doit être objectif, alors qu'un rédacteur, au contraire, est payé pour mettre quelqu'un en valeur, mettre un sujet en valeur ou mettre des circonstances en valeur. Alors, la latitude est beaucoup plus grande. On est toujours obligé de connaître la loi, évidemment, et de l'appliquer dans ce qu'on fait. On ne peut pas dire n'importe quoi, et on est un petit peu aussi les gardiens de ça, de la bien-pensance, si je peux dire. C'est pour ça que je parlais un peu de rigueur aussi. Oui, ça prend une certaine rigueur. Les gens n'ont pas tous le même cheminement pour se rendre au poste de rédacteur. Dans mon cas, ça a commencé par une carrière qui s'est faite dans les médias, davantage électronique qu'écrit. Mais là, ça fait 5 ans, ça vient de faire 5 ans cette année que je suis au droit. Et la satisfaction que l'on a à être rédacteur, est-ce qu'elle est avant, ça peut être un titre, évidemment, est-ce qu'elle est pendant la réalisation du travail d'assemblage jusqu'à un certain point ou à la résultante après? Elle n'est pas avant dans le sens où je sais... Même pas dans la préparation? Bien, en fait, c'est que c'est très fonctionnel. C'est-à-dire qu'on me donne un mandat, je dois trouver les angles, la façon que je vais le développer. Je suis en contact avec les personnes pour faire des entrevues ou des choses comme ça, puis on livre le produit. La satisfaction vient des rétroactions qu'on a des gens pour qui on travaille et qui te donnent l'impression que tu l'as fait à ta manière et personne d'autre aurait pu le faire de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu le faire bien aussi, mais personne n'aurait eu ta touche, ta façon de faire les choses. Je travaille dans l'ombre, je ne signe jamais mes textes. Une question personnelle, tout simplement. Pour moi, ça n'a jamais été important. J'ai toujours préféré travailler dans l'ombre qu'être sous les projecteurs. Et donc, on ne fait pas ça pour la gloire. Le fait, par contre, de savoir que les gens pour qui on travaille sont satisfaits de ce qu'on fait, ça fait partie du salaire. C'est très intéressant de voir l'attitude du no-name, si on peut l'appeler de cette façon-là, évidemment. Est-ce que c'est courant chez les rédacteurs en chef, toi qui as une bonne connaissance du milieu journalistique et des journaux en général et des médias, est-ce que souvent ça arrive qu'un rédacteur, justement, ne signe pas? Ou est-ce que tu es probablement l'exception qui confirme la règle? C'est une politique que j'ai instaurée au droit parmi nos collègues. Je ne sais pas dans quelle mesure elle existait avant moi, mais elle n'a pas existé après moi, parce qu'on continue quand même à faire affaire avec des pigistes. Je dirais que tu ne peux pas être dans les médias si tu n'as pas un certain ego. C'est-à-dire, dit dans d'autres mots, là, si tu n'as pas une certaine bonne opinion de toi-même. Alors, oui, on est habituellement dans les médias parce qu'on cherche l'amour des gens, on cherche la validation des gens. Mais je suis rendu à 60 ans, j'ai fait de la radio, j'ai fait un peu de télévision, j'ai fait des journaux, j'ai pas besoin de ça. J'aime beaucoup plus faire mon épicerie
et croiser des gens qui n'ont aucune idée qui je suis, que de ne pas être capable de sortir de chez moi. Mais qui te disent le droit à faire. Tu sais, le droit à faire du journal Le Droit de ce mois-ci, je pense que c'était mensuel. Oui. Franchement, il y avait très bon article, vraiment, là, tu sais, puis c'est bien illustré, on comprenait. Oui, c'est une création de la Salle des Nouvelles et c'est essentiellement dirigé par la Salle des Nouvelles. Comme je suis aux cahiers spéciaux, moi, je fais d'autres, par exemple, des chroniques et des choses comme ça, vous allez voir, la boîte juridique ou des choses comme ça. Mais effectivement, il y a une certaine rétroaction qui vient avec le travail. Et comme n'importe qui, on a besoin de savoir qu'on est encore pertinent, qu'on est encore... qu'on fait une différence, qu'on a accumulé une certaine expérience et qu'on est capable de l'appliquer et de se distinguer des autres. Parce qu'il y a des gens de talent dans la région. Il y a des gens qui ont vraiment du talent. Mais de savoir qu'on développe une formule unique, ça fait plaisir. Et est-ce que ton choix de rédacteur est rédacteur ou rédacteur en chef? Rédacteur. C'est très intéressant au bout de la nuance, mais enfin, on va la faire tantôt. Mais ton choix de rédacteur, est-ce qu'il est guidé par la direction, mais en même temps, c'est une décision plus personnelle comme telle. En d'autres mots, tu es comme à la télévision présentement avec mon réalisateur qui me parle dans les oreilles. Eh bien, c'est lui qui réalise l'émission en tant que telle, donc qui me dit, bon, ben, Jean-Paul, regarde la caméra 1, par exemple, ou encore parle à ton invité, etc. C'est une décision collégiale ou individuelle? Je ne veux pas décevoir tes patrons, mais je travaille pour les meilleurs employeurs au monde. Sylvie Charette, que tu connais fort probablement, et ma supérieure immédiate, qui est Marie-France Labelle, sont des gens absolument incomparables, qui me donnent carte blanche. J'ai littéralement la bride sur le cou. Évidemment, il faut aussi avoir fait ses preuves pour arriver à un certain niveau de confiance. Évidemment. Alors, ces gens-là vont déterminer des mandats. On va faire un magazine anniversaire, on va faire ça, on va faire ça. Mais l'application de ça, le développement de ça, m'est laissé entièrement. L'orientation et tout ça, ils me font confiance pour ça et me donnent une bonne rétroaction pour ça. Donc, oui, j'ai une grande latitude par rapport au travail que je fais. Si tu permets, Jean-Marc, on va faire déjà une première pause. Alors, on vous revient tout de suite, mesdames et messieurs. De retour à Sans détour avec mon invité Jean-Marc Dufresne, qui est rédacteur, bien sûr, au journal Le Droit. Jean-Marc, on parlait évidemment du rôle du rédacteur comme tel. Apportons tout de suite une précision pour ceux et celles qui nous regardent et qui ne savent pas nécessairement la nuance entre un rédacteur et un rédacteur en chef. Est-ce que ça joue dans les mêmes cordes ou non, ou c'est pas du tout le même département? C'est pas du tout le même département. Dans notre cas, c'est une rédactrice en chef qui est Marie-Claude Lortie. Qui est une espèce de super journaliste, si vous voulez. Ça va être une personne qui va coordonner les grandes orientations de la Salle des Nouvelles. Moins sur une base quotidienne, moins ce qu'on appelle le day-to-day, qui est habituellement le rôle du chef de pupitre, qui s'occupe des affectations et tout ça. Alors, la rédactrice en chef, c'est un peu beaucoup la patronne de la Salle des Nouvelles qui va penser aux gros dossiers qu'on va faire à long terme, qui va faire des ententes, qui va essayer de faire des connexions, développer, par exemple, d'envoyer des journalistes en Ukraine. Bon, ben, évidemment, ça prend son intervention et gère des budgets, des choses comme ça. Mario Boulian est très chanceux présentement. Hein? Oui. Il est en Ukraine. Alors que le rédacteur, dans mon cas, ben, je suis une personne qui reçoit des mandats de ce qui est un peu l'équivalent de Marie-Claude Lortie, la rédactrice en chef, mais dans un département qui est essentiellement publicitaire, marketing. Est-ce que les choix des sujets que tu as à faire, c'est assez redondant, assez répétitif d'année en année? Je prends un exemple, je ne sais pas moi, l'économie liée au budget, par exemple. Le budget, c'est annuel, que ce soit provincial, Ontario, Québec ou fédéral, peu importe, ça revient chaque année. La fête des mères, ça revient chaque année, par exemple. Est-ce que, justement, il y a une espèce de redondance qui arrive aussi dans le rôle du rédacteur, mais peut-être que l'angle varie. Ça, c'est différent, évidemment. C'est ma bête noire. Je vais te l'avouer bien candidement. Cette redondance-là des sujets, des thèmes qui reviennent. Par exemple, on a 2 cahiers par année qui s'intitulent Testament, succession et funérailles.
Ces 2 cahiers-là, il y en a un en janvier, puis il y en a un autre, l'autre est au mois de juin, mais essentiellement abordent le même thème. Ça fait 5 ans que je suis au droit, ça fait donc 10 cahiers de 6, 8, 10 pages qu'on fait sur la question. Et à chaque fois, on doit se renouveler, amener des sujets un angle, l'approche différente. Alors maintenant, passons à la question de la francophonie. On a 2 cahiers. Le cahier de la Journée internationale de francophonie et le cahier de la Journée des Franco-Ontariens qui est en septembre. La francophonie, on vient de la passer là, au mois de mars. Dans les 2 cas, ce sont nos plus gros cahiers. Donc, on parle de entre 20 et 30 pages, 24 à 30 pages. Dans le dernier cas, c'était 24 pages. Et dans le cas du cahier de l'automne, ça peut aller à 30-36 pages. Il faut remplir ce contenu-là. Qu'est-ce que je vais dire en septembre prochain que je n'ai pas déjà dit 10 fois auparavant? On va parler de l'ACFO, on va parler d'ici, on va parler... Alors, l'exercice est là où il faut se distinguer des rédacteurs qui commencent dans le métier, c'est qu'il faut avoir assez de ressources pour être capable de créer, d'imaginer des nouveaux angles, des nouveaux intervenants, des nouvelles questions qu'on doit aborder, et toujours rester pertinent. On ne veut pas faire du contenu de remplissage que personne ne va lire. Ça va à côté du but premier des cahiers, qui est d'apporter un certain intérêt à la lecture. On ne se le cachera pas, on est lié aussi par les commanditaires qui s'affichent. Et si les lecteurs ne lisent pas les sections qu'on fait, bien, ils ne voient pas les publicités non plus. Alors, on essaie toujours de faire. Mais c'est effectivement, faut presque constamment, Jean-Paul, être à la recherche. Constamment, je vois passer des choses. Ah, je mets ça de côté, ça va aller dans mon cahier. Ça va aller pour l'autre. Changement de la loi, par exemple, sur la langue française ou sur le bilinguisme. Hop, OK, l'angle est différent cette année, la personne responsable est différente. Donc, on pourrait garder ça comme munition, si on veut. Je vais faire une petite primeur. C'est justement là-dessus que va porter la chronique de la boîte juridique dans le magazine Le droit à faire d'avril, qui n'est pas encore sorti. Subtil, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? Maintenant, vous savez exactement quoi vous en tenir, effectivement. Alors voilà, mais c'est ça, effectivement, on est... J'étais pour dire à la remarque, c'est pas vrai. On est tributaire de l'actualité. Tout à fait. Mais il faut s'en servir de source d'inspiration et ne pas se limiter. Parce que je trouve que l'actualité finit toujours essentiellement éducation, santé, emploi, alors qu'il y a tellement d'autres sujets qui sont intéressants. On parlait tantôt des causes, par exemple, l'action sociale, l'action bénévole. On fait des cahiers là-dessus. Alors, il faut ouvrir son esprit. Il faut avoir envie de s'intéresser à un tas de choses. Et ça prend évidemment une certaine culture. Et c'est aussi ce qu'on essaie de retransmettre à nos lecteurs, le goût d'ouvrir leurs horizons et de s'intéresser à toutes sortes de choses qui, après ma barre, ne seraient peut-être pas sur leur radar. Tout à fait, mais ça prend des ressources pour ça. En d'autres mots, ça prend des journalistes qui savent aller fouiller, par exemple, ou toi aussi qui sais où aller fouiller. Ça prend aussi des contacts, évidemment. Est-ce que parmi ces gens-là qui suggèrent des approches ou que tu vas interviewer et qui donnent un point de vue différent, est-ce qu'il y a aussi un certain apport national, j'entends canadien, ou international aussi, ou est-ce qu'on demeure avant tout, malgré tout, régional ou ontarien, disons particulièrement provincial comme tel? Le mandat premier du quotidien Le Droit est d'être un média régional, dans le sens large du terme, à l'image des autres publications du groupe CN2I dont on fait partie, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi. Mais ceci dit, rien n'empêche dans le traitement de nos sujets, par exemple la Journée internationale de la francophonie, mais si vous regardez le cahier qu'on vient de publier, oui, il y a des sujets sur des organismes franco-ontariens, mais on a été plus large que ça aussi. On a parlé d'organismes qui existent à la grandeur du Canada et même parfois de gens d'ici qui ont un impact à l'international. Il faut garder une certaine ouverture d'esprit. Mais ça va dépendre des thèmes parce que notre but premier, c'est bien sûr d'attirer l'attention des gens sur des organismes, des gens, des entreprises qui sont de la région ici et qu'on ne connaît peut-être pas tout le temps. Alors, notre rôle, nous, c'est de dire, regardez, ça existe là. On met en valeur ces gens-là. Je te donne un exemple tout à fait fortuit, mais qui est vraiment dans l'actualité comme tel. Bien sûr, la renaissance de la cabane à sucre, évidemment, au parc de Vanier. Les gens, vous êtes certainement au courant, mesdames et messieurs, de la chose. Est-ce que ça pourrait faire l'objet, par exemple, certainement d'un reportage, probablement d'un écrit, mais possiblement d'un cahier aussi sur l'histoire, par exemple, de la cabane à sucre, depuis ses débuts, comment elle a été créée, etc., instaurée, gérée au niveau de la programmation, puis au niveau des ressources et
tout ce qui entoure, bien sûr, la collecte du sucre. Ensuite de ça, bien évidemment, le feu qui a suivi et bon, sa renaissance. Est-ce que cet ensemble-là d'éléments pourrait faire l'objet d'un cahier, par exemple? Absolument. Ce qui dicte la création ou non d'un cahier n'est pas toujours l'intérêt qu'on a pour le sujet, mais la viabilité économique, parce que produire un cahier, ça coûte quand même des sous. Tout à fait. Alors, il faut que l'organisme qui est derrière ça soit capable de contribuer financièrement à la réalisation de ce cahier-là, qui est monté aussi grâce au financement apporté par des partenaires publicitaires. Mais il y a les rotatives, quand on imprime un journal le samedi, ça ne marche pas à l'eau. Il y a quelqu'un, quelque part, le livreur, bien, il faut le payer. Et le journaliste, bien, il faut le payer. Le photographe, il faut le payer. Alors, la publicité, elle est nécessaire pour ça. Mais c'est lié. Une formule comme le quotidien Le Droit est d'abord centrée sur sa viabilité financière, passe d'abord par les abonnements et ensuite par la publicité. Mais nous, au cahier spéciaux, c'est 100% publicité. Alors, pour qu'un cahier voie le jour, il faut effectivement qu'il soit viable économiquement. Est-ce que le numérique change quelque chose dans la perspective? Parce que, bon, le papier, les gens peuvent voir les annonces comme telles. Quand on est en numérique, bon, il faut s'abonner, etc. Ça, c'est une étape de fidélisation, on la comprend bien sûr, mais je pense que ça fait quand même aussi toute une différence au niveau de la mise en page, au niveau de qu'est-ce qui ressort pas dans le cahier, etc. C'est une bête complètement différente. Complètement. Le 14 avril prochain, le droit devrait être en mesure de présenter une toute nouvelle plateforme numérique. Et cette plateforme-là devrait revamper, si on veut, l'image web du droit et ouvrir des possibilités que nous n'avons pas en ce moment et que nous n'avions pas avec le système informatique et les logiciels avec lesquels on travaille. Et là, on s'en va vers une autre dimension. Et on n'a pas tellement le choix. Parce que quand on tombe dans le web et dans le numérique, la compétition n'est plus le journal local. La compétition, c'est l'ensemble du monde. Tout à fait. Et les gens vont vous évaluer sur les mêmes critères que lorsqu'ils lisent le Washington Post ou qu'ils vont lire Le Figaro en France. Il faut arriver avec un produit de qualité comparable parce que les gens ne font pas tellement la distinction. Ils s'attendent à la même chose comme expérience. Est-ce que, dans ce cas-là, la question des commandites change aussi? En d'autres mots, maintenant que le droit va potentiellement devenir strictement numérique et non plus du tout papier comme tel, bon, évidemment, c'est une révolution pour le citoyen, c'est sûr et certain, pour ceux et celles qui sont habitués d'avoir le papier comme tel, mais ça, on s'habitue, c'est sûr. Mais est-ce qu'au niveau de la commandite, ça change? En d'autres mots, le droit pourrait très bien, même si l'intérêt local est très, très présent, est-ce qu'on pourrait imaginer que le droit aille chercher, je ne sais pas moi, une commandite au Burkina Faso, par exemple? Bon, quelque chose du genre, parce que, justement, il y a un problème local au Burkina Faso qui est similaire à ce qui existe ici dans la région, par exemple. Pourquoi pas? Il y a deux volets, deux éléments de réponse à cette question-là. Le premier, c'est que le mandat du droit reste un mandat régional et les publicités, il faut toujours bien les approcher, il faut rejoindre les marchands, les entrepreneurs qui veulent s'annoncer. Ça va rester un peu notre terrain de jeu. Par contre, ce qui est vrai avec le numérique et le web, c'est que quelqu'un au Burkina Faso peut effectivement lire le droit. Et il y a des programmes qui existent pour faire en sorte que les publicités que vous allez voir apparaître dans une certaine proportion vont être en fonction du marché où vous êtes. Tout à fait. Alors, si vous êtes à la Ville de Québec et vous lisez le droit, il y a des chances qu'il y ait certaines publicités qui soient, par exemple, du concessionnaire Ford de Québec, au lieu d'être celui de l'Outaouais, parce que vous êtes dans le marché. Les algorithmes le détectent et vont s'adapter en conséquence. Comme, mesdames, messieurs, pour votre gouverne, comme ça se passe exactement à la Ligue nationale de hockey, où sur le bord des bandes, dépendant si vous êtes à Ottawa ou à, je ne sais pas moi, à Vegas, bien, les publicités sur la bande ne sont pas les mêmes. Ça, c'est programmé grâce à des algorithmes, c'est ça? Je ne peux pas parler pour le hockey. Je ne suis vraiment pas un fan de sport, mais c'est certainement je vais prendre ta parole. Absolument, tout à fait. C'est plus difficile dans ce cas-là d'écrire aussi un article quand on est dans la fonction numérique ou non? Le défi est différent et c'est ce à quoi on est en train de s'adapter présentement, en tout cas dans mon cas à moi, parce que le numérique apporte des nouvelles possibilités, des possibilités par exemple audiovisuelles.
Et ça, ben, c'est pas le même type d'écriture. On n'écrit pas pour une capsule vidéo comme on va écrire pour un article qui va être lu en déroulement. Le ton va être différent, la longueur du texte peut être différente aussi, et l'approche est différente. Alors, ça demande de se réinventer d'une certaine façon. Je peux aller puiser dans mon expérience avec des médias électroniques auparavant pour adapter d'une certaine façon, mais je pense qu'on va voir une évolution au cours peut-être des 2 prochaines années dans la façon de véhiculer les publi-reportages, les cahiers spéciaux et tout ça. Moins de texte et plus d'images? Parce que c'est ça présentement qui est le grand débat. Est-ce qu'on met plus de visuels, comme les gens disent communément, de plus de visuels et moins d'écrits? C'est un peu dommage pour l'écrit, non? Est-ce que la façon d'écrire ne va pas se perdre au niveau journalistique? Il y a une nuance à faire. Oui. C'est que le journal, je vais vous donner un exemple, une pleine page de texte, si je fais un publi-reportage dans le journal Le Droit, on se limite habituellement autour de 450 mots. Sur le web, je n'ai pas de limite. Si je veux faire un article de 1200 mots, c'est un fil déroulant. Je peux faire un article de 1200 mots. Alors, je ne suis pas limité. Ce qui va me limiter, par exemple, c'est la capacité de retenir l'attention du lecteur. Et on sait que sur le numérique, cette capacité d'attention-là, elle est beaucoup moins grande. 3 minutes. Ben, c'est ça. Peut-être moins. L'attention d'un poisson rouge. Oui, exactement. Alors, ce que ça va changer pour nous, c'est la manière plus agressive, peut-être, soit dit, entre guillemets, d'aller chercher l'attention, d'intéresser le lecteur et de retenir son attention. La fameuse formule que tu connais peut-être, la formule EDA, attention, intérêt, désir, action, qui va faire qu'une fois qu'on a attiré l'attention du lecteur, on doit lui donner l'information et lui dire pourquoi c'est pertinent pour lui. Et ça, on va peut-être avoir à resserrer ça un peu de façon à correspondre au temps d'attention moyen des lecteurs quand on passe en formule numérique. T'imagines-tu, Jean-Marc, que il y a des pertes là-dedans? En tout cas, moi, d'instinct, moi, je me dis qu'il y a des pertes. Ça passe tellement vite, c'est presque en direct, finalement. Ça passe tellement vite que les gens ne se souviennent pas nécessairement que ce qui a été écrit il y a 15 minutes, 20 minutes, ou je ne sais pas trop, et puis que, bon, on passe déjà à d'autres choses. C'est un feu roulant. Est-ce qu'il n'y a pas de danger de perdre, pas seulement l'attention des gens, mais l'intérêt des gens, tellement ça va vite? En d'autres mots, on lit vite en superficie ou en superficiel, mais que retient-on? Je ne sais pas. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un danger. Là. Le défi est réel, est tout à fait réel. Je vais d'abord peut-être m'arrêter au premier volet de la question. Est-ce qu'il y a une certaine pérennité dans l'information, vu qu'elle est rapidement remplacée par d'autres choses? Le journal, une fois qu'il est lu, il se ramasse probablement au recyclage. Sur Internet, sur le web, vous pouvez encore lire sur le site web du droit aujourd'hui une nouvelle qui a été publiée peut-être il y a 2-3 semaines, peut-être il y a 1 an, parce qu'elle est encore là. Elle n'a pas de date de péremption. Elle reste disponible. À condition qu'on ait prévu de la garder. Oui, et ça, c'est l'archiviste qui parle. oui, effectivement. Mais c'est davantage, à moins qu'on ait besoin de faire espace dans les banques de données, mais autrement, ça se fait automatiquement. Une fois que c'est là, ça reste là, il va s'empiler d'autres nouvelles, mais elle ne disparaît pas. Elle reste là, elle reste accessible. 2-3 ans après, je le fais à l'occasion, je dois me documenter sur un sujet, je fais une recherche Google, je retombe sur un article du droit qui a été écrit il y a 3 ans. Il est encore là, il est encore accessible. Alors, ça, c'est la première des choses. Maintenant, comment on va faire pour garder une pertinence de nos sujets et de faire une certaine pérennité du médium comme tel? Je pense qu'il y a une question d'autodiscipline aussi. La sursaturation d'informations reste un choix personnel. Vous avez, comme consommateur, le choix de décider quand est-ce que vous en avez assez. Et vous avez aussi le choix d'aller chercher le média qui va plus loin ou celui qui traite un paquet de manchettes en superficie, mais qui ne va pas loin dans ses explications. Tout à fait. Jean-Marc, on est déjà rendu à notre deuxième pause. Alors, mesdames, messieurs, on vous revient tout de suite après. De retour à Sans détour, toujours avec mon invité Jean-Marc Dufresne, rédacteur au journal Le Droit. Jean-Marc, j'aimerais ça qu'on reparte un tout petit peu en arrière, si tu permets, parce que cette émission est quand même aussi, jusqu'à un certain point, biographique, même si on parle de mécanique, etc. Naissance, Montréal?
Oui, oui. Je suis né dans une petite municipalité de l'île de Montréal qui s'appelle Saint-Léonard, qui était une municipalité agricole et où a été implantée la plus grande coopérative d'habitation au Québec, possiblement au Canada. Jusqu'à récemment, a été déclassée par une autre municipalité. Mais alors, c'était des espèces de bungalows qui étaient construits et qui étaient abordables, qui était une formule qui devrait encore exister aujourd'hui quand on regarde les prix absolument faramineux de l'habitation. Alors, je suis né à Saint-Léonard et j'ai grandi. Je suis le 6e d'une famille de 6 enfants. J'ai eu le bonheur d'avoir des parents, c'est l'ancienne formule, papa travaille, maman est à la maison. Je n'ai pas connu les garderies, l'école à distance de marche. Et j'ai eu le bonheur aussi de passer mes étés au chalet, que mon père était propriétaire d'un chalet dans les Laurentides, en fait plutôt dans la région de la Naudière, sur le bord d'un lac. Alors ça fait partie des beaux souvenirs de jeunesse. Et Jean-Marc Dufresne a étudié en quoi? Parce qu'à l'époque, je suppose que c'était le cours classique, non? Oui. Non. je te vieillis trop, je suis un petit peu après ça. Après ça, OK. Alors, tu es dans l'air du cégep. Oui, en fait, et je n'ai pas un passé d'éducation très, très glorieux. Je dirais que moi, je suis un enfant des polyvalentes. Et c'est à l'époque des premières grandes polyvalentes de 2000-2300 élèves. Avec les résultats qu'on connaît, c'était les premières grèves de professeurs, c'était des... il y a eu beaucoup de pertes dans la qualité de l'enseignement. Les gens disent aujourd'hui que les enseignants ont de la misère. Ça date pas d'hier. Je me rappelle d'avoir déjà reproché à ma professeure de mathématiques de secondaire 3 qu'elle avait écrit une formule mathématique au tableau en faisant une faute de français, parce qu'il y a toujours des fois des termes. Et elle s'était revirée de bord, elle m'avait dit tout simplement, je suis prof de maths, je ne suis pas prof de français. Alors, ça vous donne un peu le contexte. Donne le ton. Ça, c'est les années 70. Alors, le problème datait déjà, et ça a malheureusement donné des générations dont l'éducation s'est érodée tranquillement, pas vite. Dans mon cas, je n'étais pas un élève particulièrement brillant, si je peux dire, mais je me disais toujours, c'est parce que je ne suis pas dans mon domaine. Quand je vais être dans mon domaine, et je savais qu'éventuellement, je voulais aller dans les médias parce que j'avais déjà 2 frères qui étaient passés par là. Alors, j'avais un frère qui, à ce moment-là, travaillait à Sept-Îles et l'autre travaillait à Rimouski. Et moi, j'allais m'aligner pour des études au Collège Algonquin, à Ottawa. Et c'est le Collège Algonquin qui m'a fait découvrir Ottawa. Il ne faut pas oublier qu'à Montréal, on est des insulaires et on a l'impression que passer les limites de Montréal, la terre finit. Oui, c'est ça, il n'y a plus rien après ça. Alors, de sortir de ça et de venir s'installer à Ottawa, qui est une très belle ville, qui m'a séduite et sur le champ. Et j'ai suivi mes cours au Collège Algonquin jusqu'à ce que, je ne sais pas si je peux le dire à voix haute, mais jusqu'à temps qu'on me mette dehors, parce que j'étais complètement nul en télévision. Et il fallait réussir télévision et radio. Alors, j'étais très bon en radio, j'étais un premier de classe. Mais en TV, j'étais pourri. Le visuel, ça ne me rentrait pas du tout. Alors, après avoir œuvré des petites jobines ici et là, j'ai fini par être repêché par une station de radio à Sept-Îles. À Sept-Îles. Alors, ça, c'est quand même 15 heures de route. Et je suis parti avec 80 $ pour un billet d'autobus voyageur emprunté à un ami. Aller seulement. Aller seulement pour aller m'installer à Sept-Îles, où je faisais un faramineux salaire de 200 $ brut par semaine. Mais tu avais un micro. Mais j'avais un micro. Oui. Alors, et là, je me disais, je vais enfin pouvoir donner ma pleine mesure. J'ai pas fait de miracle à la radio. J'ai jamais été un animateur vedette parce que, comme dans n'importe quel milieu, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi. Et je me suis rendu compte que j'avais davantage d'affinité pour l'écriture et la production. Alors, oui, j'ai fait la radio là-bas. J'ai traversé le fleuve pour aller travailler à Amqui pendant à peu près 18 mois avant d'être éventuellement repêché par la défunte station CJRC à Gatineau, qui est maintenant connue comme le 104.7. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Écoute, c'est... Parle-moi d'un tout petit peu, justement, quand tu étais à Sept-Îles, la sensation que tu as eue quand tu t'es retrouvé derrière un micro. Je peux en parler parce que, bon, j'adore le micro, je pense que tu le sais aussi, mais on a une sensation particulière de voir la petite lumière rouge, comme c'est pour le cas pour la lentille présentement, d'avoir la petite lumière rouge qui s'allume, puis là, on y va, mesdames, messieurs, je vous parle. C'est quoi le feeling?
C'est d'abord une certaine forme d'inquiétude parce qu'on se remet beaucoup en question. Comme je dis, j'avais encore le nombril humide puis les oreilles vertes, comme on dit, mais on était quand même encadré. Il y avait un animateur professionnel qui était là, qui nous suivait. Si jamais j'oubliais d'ouvrir un piton ou quoi que ce soit sur la console, il était là pour nous encadrer en arrière. Mais les premières interventions qu'on fait, qu'on a pris le temps de documenter, rechercher, et quand on présente une chanson puis qu'on fait ce qu'on appelle taper l'intro, c'est-à-dire parler sur les premières notes jusqu'à temps que les paroles de la chanson embarquent et qu'on réussit, et là, tu fermes ton micro, tu te dis « Yes! » Fantastique! C'est une belle sensation. Mais il y avait un autre élément, Jean-Paul, parce que je quittais Montréal, je vais quitter Ottawa pour m'en aller m'installer à Sept-Îles, et là, j'ai eu mon premier hiver à Sept-Îles. Et là, j'ai réalisé que Sept-Îles en hiver, en 1982, bien oui, mais pas juste ça. Quand on parle ici 10-15 cm de neige, le monde perd connaissance. En bas de 35 cm de neige, à Sept-Îles, ce n'est pas une tempête, c'est une chute de neige. On commence à parler à 35 cm. Il y a une journée, vrai comme tu es là, j'ai ouvert la porte, il y avait un mur de neige. La porte était imprimée dans la neige. Je mens pas. Il y a un collègue de travail de mon épouse, qui a été obligé de creuser un tunnel de la rue à ma maison et moi, creuser de ma maison pour le rencontrer. Et il fallait que je rentre la neige en maison parce que je ne pouvais pas la lancer par en haut. Il y avait trop de neige. C'était une maison avec un toit plat et les gens coupaient le coin de la rue en marchant sur le toit de la maison. Ils les entendaient marcher. Tu ouvrais les rideaux, c'était noir parce qu'il y avait de la neige dans les... Et Sept-Îles, à cette époque-là, ça a peut-être changé aujourd'hui, mais quand il y avait une grosse tempête de neige, tu étais coupé du monde. Ça ne marchait pas par la route, les avions ne fonctionnaient pas, puis le train ne pouvait pas te sortir de là non plus. Alors, tu étais complètement isolé du reste du monde. Et il y avait un slogan, si vous voulez, à l'époque à Sept-Îles, où on disait « Sept-Îles, c'est pas au bout du monde, c'est du monde au bout ». Le fait d'être dans cette communauté-là tissait des liens assez serrés. Et ça aussi, ça a été une belle expérience. Il y avait des gens formidables que j'ai connus tout au long de mon cheminement. Et qui, chacun à sa manière, te forge, finit par prendre le jeune homme et en faire un adulte. Tout à fait. Est-ce que justement cette rigueur dont je parlais au tout départ de cette entrevue, ça remonte aussi à là? En d'autres mots, on fait attention à ce qu'on fait quand on est devant un micro et que le micro est ouvert. On se retient jusqu'à un certain point. Après ça, on doit prendre l'aise, évidemment. Ça ne veut pas dire que, bon, on se lâche complètement. Mais d'instinct, il y a une espèce de rigueur qui s'installe professionnellement et même humainement parlant. Est-ce que ça remonte à là? Est-ce que je suis obligé de répondre à ça? Tu n'es pas obligé. Il n'y a aucune obligation à répondre à ça. Moi, je peux dire que... n'était pas sur le radar du CRTC. Okay. On était loin. On faisait un peu beaucoup ce qu'on voulait. Okay. Il y avait, évidemment, à la base, on avait quand même un directeur général, le propriétaire de la station, là, qui avait son mot à dire. Mais de façon générale, écoutez, c'était... Les gens de cette île ont entendu des affaires en ondes qu'ils n'auraient jamais entendues ailleurs. Il y a eu des bourdes, il y a eu des essais, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont faites à cette époque-là. La rigueur, pour moi, elle est venue plus tard. Elle est venue particulièrement à Gatineau. C'est GRC. Un bonhomme qui s'appelle Jeannot Lemay, qui aujourd'hui est à TVA, qui a été un mentor extraordinaire. Il y avait le sérieux apporté autour du traitement de l'information, la compétition qu'il y avait à l'époque avec la station de radio CKCH. Le fait d'apprendre, justement, de prendre un sujet et, excusez le terme anglais, faire un open and shut case. C'est-à-dire que nous autres, on prenait un sujet et on allait non seulement sortir le sujet, mais les réactions, de façon à ce que les compétiteurs n'avaient rien. Ils ne pouvaient pas travailler sur rien sans répéter ce qu'on avait dit, parce qu'on avait déjà tout couvert. Et cette rigueur-là, la recherche du scoop, évidemment, et tout ça, c'est venu de gens avec qui je travaillais qui étaient extrêmement rigoureux. François Lessard, qui ne faisait pas dire en ondes ce qu'il n'avait pas envie de dire. Il y a des gens qui ont eu peut-être des techniques de travail moins rigoureuses, mais habituellement, ils se faisaient un certain tamisage. Ces gens-là, à un moment donné, ils n'étaient plus dans le giron. Mais j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui... On a d'excellents. C'est un peu comme quand tu côtoies Michel Picard. C'est ça. Son professionnalisme rejaillit et il a des attentes professionnelles élevées. Et c'est normal. Alors, c'est à côtoyer ces gens-là qu'on apprend beaucoup. C'est vrai pour les compétences, c'est vrai aussi pour la langue.
Et on parle de langue, évidemment. On parlait de la francophonie tantôt. On parle de Michel Picard, bien sûr. Bon, j'ai le plaisir de travailler avec lui, évidemment, aussi. Mais la langue est extrêmement importante. Et je me demandais si, justement, ton parler remontait aussi, il y a eu une certaine rigueur familiale, je suppose, mais il y a aussi cet apprentissage de la rigueur linguistique, du respect de soi-même linguistique, finalement, parce que plus on sait parler en français comme il faut, plus on se respecte soi-même, non? Parler correctement, écrire correctement... Je ne veux pas dire à l'Académie française, aussi à l'Académie française. On se comprend, mais parler correctement, c'est à l'animateur radio ce que le marteau est au menuisier, ce que la clé à molette est au plombier. C'est ton outil de travail. Si tu ne maîtrises pas le français, tu n'as peut-être pas ta place en arrière d'un micro. Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. On le voit bien avec les plateformes comme YouTube et tout ça, où n'importe qui peut s'improviser. Et le problème, c'est qu'à l'époque, si tu n'avais pas un français professionnel, à défaut de dire international, tu avais toujours un auditeur pour te reprendre. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne seraient même pas en mesure de dire, puis je ne veux pas dénigrer personne, c'est le système d'éducation qui a fait ça. Mais la plupart des gens ne sont même pas en mesure de dire qu'il y a une faute de prononciation ou une erreur de syntaxe ou de grammaire. Et on voit même sur des panneaux d'affichage des fautes de français. Le monde ne s'en rend même pas compte. Et si vous le corrigez ou vous ne leur en faites pas, ça ne les dérange pas. Ils ne sont même pas intéressés de le savoir. Alors, il y a eu, quand je parlais d'érosion, c'en est une érosion qui a eu lieu. Il fallait avoir une certaine rigueur, ça nous était enseigné au collège, maintenant, bien, ça n'a plus la même importance. Il y a eu des générations d'animateurs radio qui ont popularisé, et à un moment donné, bien, ce n'était pas vraiment des animateurs de carrière, c'était des humoristes, c'était du monde qui venait de toutes sortes de milieux, et pour qui la rigueur n'avait pas... ce qui était leur capital de sympathie était plus important que leur manière de manier le verbe. Très intéressant d'avoir ce point de vue-là, que je partage d'ailleurs à 100%, vous en doute un tout petit peu. On arrive presque à notre prochaine pause, mais questions rapides et questions et réponses rapides, j'allais dire. Écrire un texte sous forme de commentaire, sous forme de publicité, est-ce que c'est très différent pour Jean-Marc Dufresne? Oui. Oui, parce que lorsqu'on écrit un texte publicitaire, évidemment, vous avez certains paramètres. Lorsque je parle avec un client qui veut faire un publi-reportage sur une raison ou une autre, la première question que je lui pose, littéralement, c'est qu'est-ce que tu veux dans ton hot dog? Tout à fait. Parce que c'est une façon de dire, tu veux parler de quoi? C'est quoi les ingrédients? C'est ta business. Toi, tu connais ta business. Moi, je connais la manière de le dire. On va s'entendre et on va phraser quelque chose autour de ça. Lorsqu'on fait un texte un peu plus éditorial, là, on va puiser dans quelque chose. D'abord, il y a plus ou moins de cadres. C'est l'éditorialiste lui-même qui va déterminer de quoi il veut parler et quelle est l'opinion qu'il veut exprimer et de quelle façon il va pouvoir appuyer son point de vue. Alors, c'est une écriture qui va être... c'est une forme de vente, mais différente. Dans un cas, vous vendez un produit ou un service, dans l'autre, vous vendez une opinion. Et votre rôle, dans les deux cas, c'est de convaincre la personne qui lit. Mais c'est à peu près le seul parallèle, parce que sur la forme d'écriture, je dirais que dans le cas d'un éditorial, ça dépend du genre de personnalité que vous aviez, mais vous n'avez pas toujours à vous fier à des choses très, très véridiques. En publicité, vous ne pouvez pas mentir. Il y en a qui le font, mais pas dans notre journal, pas à la radio, ici dans la région. Vous ne pouvez pas, parce que vous allez vous faire rattraper, vous allez vous faire taper ses doigts. Alors qu'avec un éditorial, un peu n'importe qui peut dire un peu n'importe quoi. Alors, il y a des différences. Tout à fait. Alors, mesdames, messieurs, cherchez les différences, mais revenez-nous après la prochaine pause, parce qu'on est déjà rendu à notre 4e bloc avec Jean-Marc Dufresne. De retour à Son détour, et vous le savez maintenant parce que ça fait plusieurs émissions que l'on vous propose à TV Rogers 23. Et donc, on va y aller avec la rafale. Jean-Marc, t'aimes le jeu? Oui, oui, oui. T'aimes jouer? Parfait. On va essayer de faire de notre mieux. Alors, on va essayer de jouer, effectivement, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées quand tu n'es pas devant ton écran d'ordinateur ou qu'est-ce que tu fais? Je suis une patate de divan. Je suis un... Et tu ne regardes pas le sport?
Non, non. Je suis un accro de téléséries sur Netflix à la base. Ah, oui? C'est mon quotidien du lundi au vendredi. OK. Mais écoute, autrement, je te dirais que je ne suis pas un chasseur, je ne suis pas un pêcheur, je ne suis pas un amateur de sport. J'ai toujours aimé beaucoup lire, mais essentiellement des activités qui ne me demandent pas, vous le voyez à ma carrure très athlétique, absolument, le moins d'efforts possible. Alors, c'est un petit peu... et évidemment, j'ai des passe-temps, là, des hobbies. Qu'est-ce qui prime chez toi, le cœur ou la raison? Ah, le cœur. Sans aucun doute? Oui, oui. Oh, et puis ça m'a autant servi que ça m'a nui, parce que le cœur te fait prendre des décisions que la tête n'approuve pas, oui, c'est ça. Mais le cœur a parlé plus fort. Mais je peux aussi être une personne cartésienne, je peux aussi être une personne... J'accompagne des gens présentement dans des processus de plainte au niveau légal. Mm-hmm. Je peux réfléchir de façon très cartésienne et très organisée. Les études versus le travail, c'est quoi ta position? Oh, mon Dieu. Ça dépend pour qui. Dans mon cas, les études n'étaient pas quelque chose dans lequel j'étais très, très bon et ce n'est pas quelque chose que j'aimais beaucoup. Par contre, je me suis beaucoup réalisé dans le travail. Je te mentionnais, entre autres, quand je parlais de la meilleure patronne, Sylvie Charette est une personne qui m'a appris beaucoup plus sur le métier, au niveau de la publicité et tout ça, et même au niveau humain. J'ai plus appris à côtoyer des gens comme ça qu'à me faire gaver d'informations prédigérées qui sont censées aller à tout le monde. C'est ce qui te permet d'avoir une certaine liberté de penser, non? Oui. Au lieu d'être gavé d'informations et de toutes sortes de points de vue, toutes sortes de perspectives, tu peux te forger ta propre opinion, non? Il y a le proverbe anglais « knowledge is power ». Plus vous savez de choses, plus vous disposez d'un certain pouvoir. Mais je pense que cette liberté de penser est d'abord un choix personnel. Est-ce qu'on veut être esclave de la réflexion de quelqu'un d'autre ou on veut développer une certaine autonomie pour se faire confiance d'avoir une opinion balancée sur un sujet quelconque? Moi, j'aime mieux pouvoir penser par moi-même que d'avoir à m'abreuver aux réflexions des autres. Ça ne m'empêche pas d'être ouvert à ce que les autres disent, mais je peux faire mon opinion, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour la faire à ma place. Tout à fait. Quelle application as-tu sur ton cellulaire que tu préfères utiliser, si tu en as une? Écoute, je suis un dinosaure. J'ai un iPhone S4 ou 4S, je ne sais même pas. J'ai même pas Facebook dessus. Je m'en sers pour des appels et pour des textos. À l'occasion, peut-être vérifier la météo. Mais pour moi, s'il y a quelque chose qui est envahissant dans ta vie personnelle, c'est bien toutes ces applications-là qui savent où est-ce que tu es, à quel endroit, à quelle heure, puis qu'est-ce que tu fais. Je suppose que, comme tout le monde, tu as vu des spectacles sur scène. Même si tu es partisan de ton fauteuil chez vous, je suppose que de temps en temps, tu sors voir un spectacle. Si c'est le cas, quel spectacle t'a touché émotivement? Oh boy! J'ai été chroniqueur aux arts et spectacles pendant plusieurs années pour CJRC, donc j'ai eu le bonheur d'aller assister à plusieurs spectacles. Il y a des comédies musicales, évidemment, qui... le baiser de la femme araignée, entre autres. Il y a eu des classiques, évidemment. Mais je suis un rocker frustré dans l'âme. Parce que j'aurais toujours voulu avoir une carrière de musicien sur scène, mais ma main gauche et ma main droite ne sont pas d'accord. Je suis incapable de faire deux choses différentes de mes deux mains. Alors, moi, ce qui va m'emballer, ce qui va me transporter, ça va être, par exemple, ce que je pense un des spectacles qui m'a le plus touché au niveau de la scène musicale, c'est le spectacle du groupe Les Eagles, lorsqu'ils sont venus ici au CTC, parce que c'est mes racines, c'est mon adolescence, mais c'est surtout la musique qui me transporte. Surtout la musique. Très intéressant. Qu'est-ce que tu mets dans tes céréales le matin? Hormis du lait, évidemment. Je te dirais que pour les 25 dernières années, mon déjeuner invariable, c'est 2 rôtis au beurre d'arachide avec un thé. Le bon vieux beurre d'arachide. Tous les matins que le bon Dieu amène, c'est ça. À moins que je sois dans le Sud. Si je suis en voyage dans le Sud, là, on mange les déjeuners conventionnels, mais je te dirais qu'il y a des choses pour lesquelles je suis un vieux crouton. Quel char, comme on dit communément, quelle voiture tu conduis?
Présentement, je te dirais que j'ai beaucoup réduit. C'est une passion pour moi, l'automobile. Et je me dois d'être plus raisonnable. En ce moment, j'ai une vieille camionnette qui me sert à faire tout ça. Je reste en campagne, alors c'est souvent pratique. Mais j'ai aussi un véhicule Mitsubishi RVR là, qui est 4 roues motrices, parce que quand tu restes en campagne, il faut que tu sois capable pratique de pour la neige quand ça t'envahit, évidemment. Mais j'ai aussi des voitures anciennes. Mais c'est ça, justement, vois-tu, ça tombe très, très bien. C'était ma prochaine question. Alors, abordons justement cette fameuse passion des vieux chars comme tel. Bon, alors, est-ce que tu as par hasard déjà, pour commencer, est-ce que tu aimes les chars simplement pour te documenter sur ceux-ci, ou est-ce que tu en as dans ta possession? D'autres mots, tu es comme un collectionneur qui récolte 3 BMW puis 4 Model T, ou je ne sais pas trop, quelque chose du genre. Il y a quelques années, OK, j'ai commencé par dire, j'ai 60 ans et j'ai eu 60 voitures dans ma vie, puis c'est pas une par année. Il y a une année en particulier, je pense que c'était en 2011, où j'avais 11 voitures, dont 9 étaient plaquées en même temps. Ça me coûtait 2200 $ par année de plaque. J'ai fait construire une extension à mon garage juste pour des pneus. Ça donne un petit peu une idée. J'ai un faible particulier pour les voitures américaines des années 60, milieu des années 60 au milieu des années 70. Ça n'empêche pas d'aimer des choses ici et là, voitures des années 50, entre autres, puis certaines européennes. Mais j'ai une affection particulière pour l'époque qu'on appelle les muscle cars. J'ai une voiture qu'on a sortie d'un champ à Barry's Bay, dans l'Est ontarien, et qui n'avait pas de devant, pas de capot, pas de moteur, pas de transmission. L'intérieur avait été mangé. Ça faisait 25 ans que la voiture était dehors dans un champ. Et on l'a rafistolé d'un bout à l'autre. Pas rafistolé, restauré complètement. Il y a 5 voitures dans ma voiture. J'ai acheté 5 voitures en différents états pour prendre des pièces pour en refaire une. Cette voiture-là, maintenant, elle est complète. Et là, l'été dernier, je suis allé me chercher une autre voiture ancienne. La première, ça ne dira pas grand-chose aux gens, là, mais c'est un petit peu similaire à un Oldsmobile Cutlass 442 de 1970. Et l'autre voiture, c'est une voiture que toi, tu connais peut-être, une Chevrolet Corvair décapotable 1965, qui doit aussi faire l'objet d'une restauration. Là. C'est une des premières voitures américaines à moteur arrière à plat. Ça a inspiré Porsche, d'ailleurs, à sortir un moteur similaire par la suite. Pour moi, ces véhicules-là, c'est un voyage dans le temps, c'est une expérience, c'est l'odeur, c'est la sensation. Ma voiture Oldsmobile 1970, c'est une brute, sans aucune affinité. La voiture 1965 décapotable, c'est une voiture de balade, c'est une voiture de promenade. Mais tu mets les doigts dans la restauration? Ou tu mets les doigts, les mains dans la restauration, oui, complètement. Sortir le moteur. J'ai des amis qui sont beaucoup plus compétents que moi, là, qui vont m'aider avec des choses, des travaux de carrosserie. Je n'ai pas le talent pour ça. Il y a des gens qui le font mieux. Au fil des années, je me suis rendu compte qu'en vieillissant, j'en oublie plus que ce que j'en retiens. Il y a la fatigue de l'âge. Je suis équipé dans mon garage. Mais tu dois faire énormément de recherches pour trouver les pièces, évidemment, de remplacement, mais pour trouver l'histoire de l'automobile, c'est pas nécessairement toujours sur Wikipédia qu'on va trouver ça, dans les détails à tout le moins, peut-être bien de façon globale, mais pas de façon précise. Contrairement aux États-Unis, au Canada, il y avait une disposition, je pense, qui était légale, qui forçait les manufacturiers automobiles à garder des traces des voitures qui étaient manufacturées en telle année et telle année. Donc, il y a une société, dans le cas de mon automobile, une société qui s'appelle la Société historique GM, qui est capable de ressortir à partir du numéro de série tout l'historique. Où est-ce que la voiture a été vendue, à quelle date, à quel concessionnaire, qui était le premier propriétaire, et ça, c'est ce qui est important pour des collectionneurs, qu'est-ce qui étaient les équipements de cette voiture-là, et ça permet justement de vérifier l'authenticité. Mais aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Parce que les manufacturiers n'étaient pas aux États-Unis, n'étaient pas obligés de garder ces renseignements-là. Donc, des voitures documentées du Canada trouvent facilement preneur. Comment tu fais le choix entre, je ne sais pas moi, une Oldsmobile des années que tu viens de citer, ou, je ne sais pas moi, une Chevrolet, ou, je ne sais pas moi, quelque chose du genre. Comment est-ce que ça se fait un choix? Par l'âme, si je peux dire, oui. Tu as des gars de Dodge, tu as des gars de Ford, tu as des gars d'Oldsmobile. Et j'étais dans la région ici, j'étais le seul gars qui aimait les Dodge dans mon environnement.
Et mes principaux amis qui avaient des voitures, eux, c'était des gars d'Oldsmobile. Puis ils me disaient, bien, regarde, choisis-toi un Oldsmobile, on va pouvoir t'aider à documenter parce qu'ils savaient que j'étais moins familier avec ces modèles-là. Alors, c'est des choix de passion. On se respecte mutuellement, mais on se tire la pipe mutuellement. On va toujours dire... Évidemment. Qui est le meilleur? Oui, c'est ça. C'est ça. Si j'ai un ami qui a un Ford qui arrive un peu en retard parce qu'on a ce qu'on appelle des réunions d'amateurs de voitures anciennes, si le gars qui arrive avec son Ford arrive un peu en retard, il dit, bon, il a fallu ta pousse en temps venant. Mais c'est bon enfant. Là, tout à fait, j'imagine. Est-ce que tu as eu une Dodge Dart? Oui. Oui. 1973. 73, Sport. Oui. Je pense que je sais de quel modèle il s'agit parce que moi j'en ai eu un modèle bleu, si je me souviens bien, quand je suis monté justement de Montréal à Ottawa en Dodge Dart. J'avais un Dodge Dart à ce moment-là. Je ne l'ai pas eu longtemps parce que je suis passé à d'autres choses, mais... C'était des voitures qui rouillaient. Tu regardais puis ils rouillaient. Mais c'était des voitures extraordinaires au niveau de la puissance. J'en revenais pas. Moi, j'avais... je ne vais pas personnaliser la chose, mais avant mon Dodge Dart, j'avais une Dauphine. Non, Dauphine, voiture... on est un peu loin. C'est une Renault des années 60. C'est exactement ça. Avec tout probablement absolument. Quelque chose comme 19 forces de moteur. Oui, c'est ça, exactement. Alors, disons que ça faisait une différence, bien entendu. Le plaisir avec, justement, les autos anciennes, c'est la restauration. Bien sûr, c'est la recherche, le choix, la restauration. Est-ce que tu as autant de plaisir à les conduire a posteriori, une fois que tout ce travail de restauration a été fait, est-ce que tu les conduis? Oui, définitivement. Et je te dirais que le plaisir est en train de migrer davantage vers le produit fini. Parce que, écoute, j'ai prié tous les soins, tous les saints du ciel en construisant une voiture. Là, il y a t'es pris coincé en dessous de ça, essayer de défaire, la douille, elle tombe, elle s'en va tomber dans un endroit où tu ne pourras pas récupérer. Chercher des pièces, c'est supposé de faire, ça ne fait pas. Puis là, tu te rends compte que cette année-là, ils en ont fait 2 modèles. Aujourd'hui, j'aime être capable de pouvoir juste m'asseoir derrière le volant, partir, aller faire une balade quand il fait beau. Pas ça quand il pleut, c'est pas une voiture. Il n'y a aucune justification logique à avoir une voiture ancienne autrement que la passion. Parce que c'est des voitures énergivores, polluantes, qui coûtent cher à entretenir, qu'on ne peut pas sortir n'importe quand. C'est vraiment une question de passion et d'amour. Donc, on disait, Jean-Marc, bien sûr, que la conduite, c'est intéressant. Il y a des expositions aussi qui ont cours, notamment de mémoire. Il y en a une importante à Elmeux, évidemment, oui. Mais il y en a d'autres dans la région également aussi. Oui, c'est une occasion pour les amateurs de voitures anciennes de se regrouper et d'échanger beaucoup d'informations parce que, bon, tu es en train de restaurer une voiture, puis je cherche tel pied. Ah, ben oui, je connais quelqu'un qui en a, je vais te mettre en contact avec. Et puis, on échange et on a toujours du plaisir et de voir aussi comment les gens ont pris des voitures et en ont fait quelque chose d'autre qui est très personnel à travers de ça. Puis, il y a toujours une petite fibre aussi. Pour moi, ça représente les années 60-70, c'est ma jeunesse. Comme je le mentionnais, c'est un voyage dans le temps, mais c'est vrai aussi pour les gens qui assistent à ce genre d'événement-là. Jean-Marc, c'est déjà passé, c'est déjà beaucoup trop vite. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir de recevoir Jean-Marc Dufresne, rédacteur au journal Le Droit, et vous l'avez senti dans ce dernier segment, évidemment, la passion qu'il a pour les vieux chars. Je n'ai pas cette passion-là, j'ai d'autres passions, mais lui, il l'a pour les vieux chars. Jean-Marc, un grand merci. Ça a été fort agréable de te recevoir à son Merci à toi, merci à Rogers d'avoir eu cette gentillesse-là. Je suis toujours considéré comme une personne dans l'ombre. J'ai été un peu surpris par l'invitation, mais c'est plaisant de pouvoir ressortir des vieux souvenirs comme ça, puis d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait. Je remercie beaucoup de cette opportunité-là. Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ce métier-là, vous l'avez appris où? Bien, disons que je l'ai appris avec ma mère à la maison. Donc, moi, je me souviens beaucoup avec ma mère que j'aimais bien faire les crêpes. Donc, mélanger la farine avec les œufs et tout. Et puis, par la suite, j'adorais déjà la cuisine, la bouffe. Et par la suite, quand on était au secondaire, on essayait de trouver dans quel métier qu'on aimait, un petit test. Puis, c'était soit l'horticulture ou la cuisine. Puis, j'ai vraiment tenté la cuisine. Et puis, j'ai découvert, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Je suis encore dans le métier aujourd'hui. Et puis, dans mon village natal, il y avait 4 restos. Puis j'ai travaillé à 3 de ces restos-là, parce que c'était tous des restos d'un petit peu plus haut de gamme au lieu d'une pizzeria. Donc, dès l'âge de 17 ans, j'avais déjà les mains dans la cuisine.